pas à la campagne pour faire son métier de guérisseur. Il va tarder à rentrer et ça va fort inquiéter la première épouse. Et c'est comme ça que c'est sur cette inquiétude que le premier livre s'arrête. Et le second livre va commencer dans la succession des trois paroles de Chinongwa, de la première épouse et de ce monsieur guérisseur qui est un vieillard, enfin un vieillard, un vieux, disons. Oui, il faut le dire, c'est pas un détail anodin quand même dans la compréhension. Et chacun à son tour va raconter la suite de l'histoire, enfin des épisodes de la suite de l'histoire. Et ça point de vue. Oui, alors chaque fois le point de vue change, et puis c'est pas les mêmes épisodes qui sont racontés, puis l'histoire comme ça continue, etc. Donc, et après, évidemment, Chinongwa va devenir non seulement une adulte, mais une mère, etc. Bon, je passe les péripéties, ce sont les péripéties de la vie, et sa vie ne va pas être très facile. Si je peux dire ça des choses comme ça, elliptiquement, comme ça. Voilà, sans doute ça ne pouvait pas être facile. Alors, le fait est que on arrive au bout de cette lecture partagée, à la fois un peu désespérée devant tant de misère et de cruauté, enfin de cruauté qui n'est pas forcément la cruauté des personnes les unes contre les autres, mais la cruauté du destin, la cruauté de la vie. Et puis en même temps, il y a quand même une certaine note d'espoir à la fin, mais je dis bien, je vous laisse découvrir ça par vous-même. Simplement, ce qui pose question, c'est est-ce que ces choses-là, qui datent donc d'un siècle, comme ça, oui, d'un siècle à peu près, en arrière, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on peut vraiment regarder ça comme de l'histoire ancienne, ou au contraire, est-ce que ça fonde la sensibilité d'un peuple? Est-ce qu'il y a des équivalents aujourd'hui? Est-ce que ce que vous avez vécu, vous, en voyant les personnes qui, en quelque sorte, survivaient de cette époque-là, par génération successive, vous semble frapper d'une sorte de difficulté de vie qui date de cette époque-là ou pas? C'est toujours difficile de dire est-ce que c'est fini, parce que c'est un mémoire où tout le monde sait que c'était une possibilité. Et puis cette situation, c'est pas une situation de tous les jours, mais il y a des moments difficiles, des moments extrêmes, solutions extrêmes. C'est une solution extrême. Et puis en ce moment, l'économie ne va pas bien. Normalement, la loi, on a plus le droit de donner sa fille à qui que ce soit. Mais il faut que quelqu'un porte plainte. Il faut que la fille porte plainte. Peut-être il faut que la maman de la fille porte plainte. Mais quand on vit peut-être dans un petit village éloigné, et ta famille, tu dis, voilà, monsieur... Des choses comme ça restent possibles, en quelque sorte. Ça reste possible. Avec sans doute à moins des quelqu'un différences. voilà, à moins quelqu'un allait se plaindre, on peut toujours... On ne donne pas, on ne vend pas sa fille, on marie sa fille. Donc c'est aussi des terminologies qu'on utilise. On dit, j'ai marié ma fille. Et parce que chez nous, c'est l'homme qui donne la dot. Ce n'est pas obligatoire. Maintenant, mais il y a des gens qui respectent la tradition. Et respecter la tradition, ça peut vouloir dire faire comme on veut dans le nom de la tradition. Est-ce que tout le monde est content de cette tradition? Pas vraiment. Mais une fille qui a 15 ans, 16 ans, qui vit à la campagne, son papa va dire, voilà le monsieur qui a 40 ans, il est très bien, ça va être très bien pour toi, c'est mon copain à moi, et tout ça, et il suffit que le monsieur vienne avec une belle robe,
travaille dessus. Et la fille va se trouver mariée. Est-ce qu'elle est contente? Est-ce qu'elle a accepté? Oui, elle a accepté parce qu'elle a dit oui. Oui, ou elle n'a pas dit non. Mais c'était... Elle n'a pas dit non. Ou elle n'a pas dit non. Oui, oui. Ou si le papa, il est vraiment étudié... il est gentil, n'est-ce pas, le monsieur? Oui, forcément. Oui, oui, il Oui, est il est gentil. gentil. Et alors? Oui, il est gentil. J'ai rien dit. Voilà, j'ai dit. Bien Voilà, sûr. la fille se trouve mariée. Sinon, il faut qu'elle aille à la poste de police, porter plainte. Après, elle va aller où? On peut le mettre dans un foyer. Est-ce que ça va être mieux le foyer qu'elle ne connaît pas et tout ça? Donc, ça continue à arriver, mais ce n'est plus la même forme. Mais il n'empêche, il y a quand même il y a des moments difficiles. En ce moment, l'économie ne va pas bien. On entend que oui, elle n'était pas d'accord. Oui. Et si vous allez dire à la fille, tu étais d'accord? Oui, oui, parce que déjà, on a honte. Donc, on ne peut pas dire non, je n'étais pas d'accord, parce que sinon, ça va faire des histoires. Alors ce livre fait un peu allusion, c'est évidemment pas un livre de réflexion politique du tout, mais il fait quand même allusion à un certain nombre de détails de l'histoire du pays, notamment par la terminologie. Par exemple, les Anglais qui sont nommés les sans-genoux, ce qui doit être la traduction littérale de... C'est mon grand-père, quand j'étais petite, déjà j'ai compris bien plus tard que j'avais 10 ans, parce qu'il parlait toujours des sans-genoux. Et moi, je croyais que c'était des personnes qui n'avaient pas de genoux. Mais je ne savais pas qu'il parlait des blancs. Donc, il parlait à l'arrivée des sans-genoux, et tous les personnes d'un certain âge parlaient des sans-genoux parce qu'ils portaient des pantalons. Donc on ne voyait pas leurs jambes, donc c'est comme s'ils n'avaient pas de genoux. Donc pour eux, c'était des gens qui n'avaient pas de genoux, qui marchaient droit comme ça, parce qu'on ne voyait pas, et puis on les prêtait aussi le pouvoir magique, parce que les autres avaient des lances pour se battre, et les autres, ils avaient des fusils qui tuaient des lois. Donc c'était incroyable, tu descendais là et tu tombais sur des morts. Est-ce que c'était des sorcières, comment ça se fait qu'on était morts? Donc il y avait oui. tout ça. Donc, oui, il y a la superstition, la croyance, les croyances un peu simplistes, mais qui sont aussi entretenues par l'organisation sociale et tout ça, oui. Tout ça, toutes choses qu'on sent très bien dans le roman. Et ce dont le roman ne parle pas, au fond, en tout cas pas directement, c'est la situation de guerre coloniale qui a quand même été assez permanente. Oui, parce que les Anglais, au début, on faisait des échanges avec des Blancs, ils venaient, ils achetaient, ils partaient, ils venaient des fois rester 6 mois, ils partaient. Donc, ils n'ont pas compris du tout que cette fois-ci, ils ne repartaient pas. Parce qu'à l'arrivée, parce qu'on avait découvert les diamants de l'or en Afrique du Sud à Johannesburg par la compagnie de Cecil John Rhodes, donc de la Rhodesienne, ça vient du nom Rhodes. Donc on avait décidé, où il y avait des rumeurs qui disaient la source de tous ces minéraux sont plus au nord. Oui, les histoires de filons, il y a toujours eu des filons. Donc ils ont monté chercher ce filon, mais ils ont changé peut-être c'est d'ailleurs vrai que le Zimbabwe est un pays minier. Oui. Ça on a fini par découvrir, effectivement. On vient de découvrir il y a 10 ans le filon qu'on n'a pas trouvé il y a un siècle. Donc ils sont arrivés, ils n'ont pas trouvé la filon, mais comme ils avaient resté une année ou deux, ils ont décidé qu'on est pas mal ici. Donc ils ont commencé à construire. Et on a demandé au roi de signer avec sa puce. Il a donné le pays. Mais lui, on n'a jamais su qu'est-ce qu'il a acheté ou qu'est-ce qu'il avait signé. Oui, ce qui se dit dans les livres d'histoire, c'est qu'il a été littéralement abusé. C'est-à-dire que dans ces histoires, il y a toujours effectivement des traités. Alors, chacun traduit dans la langue de l'autre partie, etc. Et ce qu'on lit partout, c'est que les Anglais ont littéralement trompé le roi par une fausse traduction de leur signé un traité comme quoi je donne la terre à la reine.
de l'Angleterre. Oui, c'était la reine Victoria. La reine Victoria, donc il y avait ces gens, les sans-genoux, qui avaient un roi femme. Oui, ce qui était inconcevable pour la population. Et puis quand on avait besoin d'un bout de terre, on allait voir le chef de village qui allait vous donner le bout de terre. Et là, il voulait tout. Il chassait tout le monde. Donc il y a eu quelques résistances au début. Et puis ils ont compris très vite que vous résistez. Vous ne payez pas seulement votre vie et vos vaches aussi. Donc il y avait un mouvement. Il fallait se sauver le plus vite avec ces bétails. Donc tout le monde est parti et qui fait qu'à un moment, 80% du terrain cultivable était aux mains des colonialistes. Et ces gens se trouvaient dans des endroits rocheux pour essayer de s'ignorer. Bien sûr, il n'y avait pas assez. Et puis on avait besoin aussi des jeunes hommes pour construire le rail, parce que les Roses avaient décidé de construire un rail qui allait du Cap jusqu'au Caire en Égypte. Donc ça avait commencé et maintenant c'était en Rhodésie. Donc les jeunes hommes se faisaient prendre et ils ne revenaient jamais, on ne savait pas trop où ils allaient, mais on les faisait construire. Donc c'était un moment où il y avait des mouvements, on ne savait pas trop qu'est-ce qui se passait, on essayait de s'accrocher à la civilisation qu'on connaissait en disant ça va revenir comme avant. Mais ils ne comprenaient pas, et puis on ne faisait pas la guerre avec des gens qu'on ne connaissait pas. Pour faire la guerre, il fallait un litige. Et puis après, il fallait partager du tabac. Oui, il y a une formule, là je ne vais pas la retrouver, mais c'est assez joli, voilà. Qui dit, en gros, on ne fait pas la guerre avec quelqu'un avec qui on n'a pas prisé du tabac. Donc il faut avoir préalablement discuté. Et discuter, ça consistait à priser du tabac ensemble, comme, voilà. Comme dans les légendes de l'Amérique du Nord, il fallait fumer le tabac. On décidait si on allait faire la guerre ou pas, mais au début, il y avait quand même une discussion. Voilà, mais on n'allait pas à la guerre avec des gens qu'on ne connaissait pas, parce qu'il n'y avait pas de litige. Donc ils ne pouvaient pas déclarer une guerre, on ne connaissait pas ces gens. Et puis au début, c'était des gens gentils, parce qu'on avait toujours fait des échanges commerciaux avec eux. Donc ils n'avaient pas compris du tout. Donc toute cette histoire se passe dans ce contexte colonialiste et en même temps on ne savait pas trop qu'est-ce qui se passait. Bon, alors évidemment, la temporalité du roman n'est pas tout à fait celle-là, mais j'aimerais quand même vous interroger sur disons l'histoire un tout petit peu plus récente, enfin beaucoup plus récente du pays, qui est indépendant depuis 1980, c'est ça. Et avant ça, il y a eu une période il y a eu un régime d'apartheid, comme en Afrique du Sud, que vous avez connu, vous, évidemment. Oui, j'étais né dedans. Donc, alors, comment ça se passait? Est-ce qu'il y a des spécificités par rapport à ce qu'on sait de l'apartheid? C'était le même système, c'était à peu près le même gouvernement qui avait établi ça. Je sais que mon père, au début, pour construire l'apartheid, il fallait bien séparer les races. Donc il y avait la race blanche, et puis après asiatique, et puis métisse, parce qu'au début, avant l'apartheid, quand les colons arrivaient, ils n'avaient pas de femmes. Donc ils s'est mariés avec des femmes noires. Donc ils ont fait des enfants. Qu'on a déclaré que c'était une erreur, il fallait assumer. Donc on avait décidé des blancs asiatiques métisses, et puis des noirs. Enfin les noirs, oui. Donc chaque race avait ses quartiers et tout. Donc, et nous, on était des noirs, on vivait dans nos quartiers avec nos écoles qui étaient plutôt pas des missionnaires catholiques ou anglicans. Et l'État avait des écoles pour les blancs. Très peu pour les noirs. D'ailleurs, c'est intéressant de le noter au passage, il y a la répartition religieuse au Zimbabwe fait qu'on peut constater qu'il y a très peu de musulmans, par exemple. C'est vraiment une toute petite partie, en dépit de ce qu'on pourrait croire un peu hâtivement à cause de la polygamie. Ça n'a pas de rapport avec, ça n'a aucun rapport avec la religion musulmane. Il y a, je ne sais plus, 1% de musulmans recensés dans la population. Oui, c'est peut-être il y
il n'y en avait pas, c'est simplement donc par exemple, moi je me prénomme Lucie, parce que ma génération, contre l'apartheid, pour pouvoir aller dans ces écoles, il fallait être chrétien. Donc on se faisait baptiser, on avait des noms chrétiens. C'est la génération de mes enfants qui ont maintenant les noms de la traditionnelle. Mes parents, mes grands-parents, ils avaient des noms traditionnels et nous, on n'a pas. Et maintenant, on peut, parce qu'on n'avait pas le droit de parler notre langue. Et puis à l'école, donc c'était l'anglais. Au travail, c'était l'anglais. Donc si tu faisais prendre en parlant ta langue maternelle, c'était une raison pour se faire renvoyer du travail. Donc on a vécu ça. Et puis, étant petit, c'est pareil qu'il y ait le soleil. Oui, ça c'est l'ordre du monde. On accepte, c'est comme ça. C'est l'ordre du monde, on ne peut se révolter contre ça que lorsqu'on a des éléments de comparaison. Exactement, et puis c'était à l'âge adolescent, et puis les parents protègent aussi. Donc ils vous disent, je dis mais pourquoi c'est comme ça. Mais ils ne montraient pas que c'était quelque chose de pas bien, parce qu'il fallait faire attention à ce qu'on dit aux enfants, parce qu'ils pouvaient la répéter. Alors vous, Lucie, si ce n'est pas indiscret, pourquoi vous avez quitté votre pays? C'est pas pour des raisons politiques? Non, c'est pas du tout, c'était pour me marier. Voilà. Parce que bon, alors c'est indiscret, donc on ne peut pas se changer d'avis. Mais alors, les questions indiscrètes, je vous les laisse. Si vous voulez prendre la parole, c'est à vous. N'hésitez pas, et puis si vous n'y arrivez pas, parce que vous avez peur des oreilles qui sont tout près de vous, vous pourrez discuter plus intimement avec Lucie après, lorsqu'on aura levé la séance. Mais pourquoi êtes-vous venu en France, habiter en France? Parce que je me suis mariée avec un Français. Ah, tout simplement. C'est une bonne raison. Tout simplement. C'est une bonne raison. Aimez-vous la vie en France, le mode de vie français? Elle vit en Lorraine, c'est pas facile. Oui, j'aime bien. Je ne crois pas, que pour moi, c'est... Je crois que pour moi, avec le temps, c'est pas vraiment l'endroit où je suis. C'est avec qui je suis et comment je vis. Et au début, je croyais que c'était mon pays natal, mais je reviens toujours chez moi. Et comme les personnes qui étaient là, la vie que j'ai menée à l'époque, quand j'ai quitté mon pays, n'est plus là. Vous êtes parti en 86. 86. Oui. Je me trouve perdue chez moi. Donc c'est très bizarre. Donc là, j'ai l'impression que je n'appartiens plus vraiment au Zimbabwe. Et puis je n'appartiens pas vraiment en France. À la vérité, vous avez aussi circulé pas mal dans d'autres pays. Oui, j'ai vécu aussi aux États-Unis, en Australie. En Australie. Ouais. Donc, en Amérique? Oui, en Amérique. En Angleterre? Non, en Australie. En Australie. Donc, c'est vraiment des gens qui m'entourent, qui sont importants. Donc, en France, j'ai des très très bons amis. J'ai les parents des amis qui sont comme mes parents, donc ça compense un petit peu. Oui, vous recréez une sorte de vie familiale par le biais des amis. Exactement, et j'ai 2 enfants, donc je suis entourée, bien entourée. Très bien. Oui. Vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, hein, soyez tranquille. Est-ce que c'est toujours le même mode de vie au Zimbabwe, c'est-à-dire les familles pauvres vendent toujours leurs enfants? Est-ce que cela arrive ou ça ne se fait plus? Non, ça ne se fait plus vraiment, et puis c'est illégal. Ah, c'est illégal? Ah oui, c'est illégal. C'est illégal, on peut aller en prison, c'est illégal. Mais comme je disais... Enfin, vous avez un président, général président, si j'ose dire, qui n'est pas légal non plus, et puis il porte non. Mais lui, ça ne compte pas la légalité pour lui. C'est notre roi, et la loi, c'est lui. Mais non, on n'a plus le droit. Vous avez tous entendu parler, je suppose, du président du Zimbabwe, qui s'appelle Robert Mugabe. Robert Mugabe, donc c'est très délicat. C'est très délicat. Les intellectuels, les écrivains... Surtout associés aux sociétés minières qui plus est, ont fondé le pays.
Oui, bien sûr. oui, bien sûr, oui, bien sûr. oui. Parce que c'est des sociétés minières pour fonder le pays. C'était les Anglais, mais au nom de la reine, mais c'était pour eux qu'ils l'ont fait. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, oui. Et ça, Quelque c'est pas chose de fini. l'histoire du Zimbabwe, c'est comme ça que c'est passé. C'était une séparation de l'Afrique du Sud. Des compagnies qui ont joué la concurrence et ont fondé leur pays. Voilà, on peut dire la colonisation géographique n'existait plus, mais Oui. la colonisation économique, ça existe toujours. Maintenant, la séparation d'une fille de la famille, c'était peut-être une bonne affaire aussi pour la fille qui trouvait à se nourrir si elle crevait faim chez elle. Voilà, c'est ça que je Bien disais sûr. parce que Bien j'étais dans Bien des sûr, c'est pour collèges. ça qu'on ne peut pas avoir un avis tellement radical sur ces questions. Non, c'est pas. Et c'est à cet égard, le livre est extrêmement intéressant parce que justement, il est très fin sur ces questions. Il ne dit pas, voilà, ça c'est bien, ça c'est mal. Non, non, Ça peut être aussi comme par tradition en Inde ou en Chine où on ne veut pas de filles dans la famille. Ah non, non, moi j'étais, comme Ouais, j'étais c'est au pas le collège avec les jeunes et je disais, il faut aussi se mettre à la place de l'autre. Parce que moi, en écrivant, quand j'ai commencé à écrire, j'avais une espèce de colère contre ce père. Et puis, quand j'écrivais Quand vous avez été à la ce place du point de père. vue, Oui, voilà. quand j'étais le père, Ouais. je me suis trouvée avec 6 enfants, 2 filles, 4 garçons, une femme et rien à manger. Qu'est-ce qu'on fait? Dans le fond, c'était plus une bonne affaire pour la fille de la Donc, on sait que celle qu'on a donnée, elle ne va pas mourir de faim. Donc, et puis j'ai fait un sondage dans un collège hier et elles étaient une vingtaine. Si vous êtes le père, qu'est-ce que vous faites? Il y a 3 filles et 2 garçons qui m'ont dit je donnerai ma fille. Il y en a une douzaine qui a dit à peu près non, je ne donnerai pas ma fille, je préfère de mourir. Et puis il y a des autres qui disent ah là là, je ne sais pas. Il n'avait pas les moyens non plus de la donner, il l'a vendu. Et surtout qu'on a failli, il n'est pas voulu. Ouais. Et sa fille, qui aurait été un échec en soi, parce que les autres attendaient à manger. Parce que ce n'était pas une question de ah, on aimerait bien manger, c'était vraiment ce qu'on voit à la télé, les gens qui n'ont plus rien à manger, qui sont en train de tomber par terre et mourir. Est-ce que je donne ou je ne donne pas? Est-ce qu'on va mourir ou est-ce qu'on essaie, on dit peut-être on mourra l'année prochaine? C'est d'ailleurs un thème qui existe dans toute la tradition tragique, y compris dans la littérature antique. Sacrifier un pour sauver plusieurs autres. 10. Vous savez, ce thème-là, au fond, il est universellement exploité par la littérature depuis la nuit des temps. Oui, ça peut avoir, on dirait c'est barbare. J'ai eu une journaliste hier qui m'a dit c'est pas possible. Je lui ai dit il faut regarder aussi. On est conditionné et puis on accepte des choses qui à notre culture. Je me rappelle de parler à une vieille dame au Zimbabwe, l'adoption. Donc je lui avais dit, une dame qui fait un enfant